Bonjour, Bérangère Taxil, professeure de droit international. Une question qui s'adresse surtout à Marion Tissier-Raffort et à vous tous sur l'externalisation, parce qu'il me semble que le HCR, la position du HCR sur la réinstallation est de contester vigoureusement qu'il s'agisse d'externalisation. Est-ce que vous, et j'en ignore les arguments juridiques, c'est pour cela que je vous interroge, quels sont les arguments juridiques du HCR pour considérer que la réinstallation n'est pas de l'externalisation et qu'en pensez-vous en retour? Merci. Bonjour, Égère Habert, éducatrice, association En Temps, qui accueille des MNA, mineurs et jeunes majeurs. Moi, ma question porte sur un cas concret, c'est le camp de Choucha en Tunisie. C'était après les événements en Libye, enfin l'intervention européenne en Libye. Les Libyens ont fui, il y avait énormément d'étrangers et 2 millions sont arrivés en Tunisie. Donc il y a eu un camp du HCR. Simplement, toutes les personnes qui ont été identifiées dans le camp ont pu être rapatriées dans leur pays d'origine, et c'est ce qu'elles souhaitaient. Simplement, il y avait aussi des personnes migrantes qui souhaitaient aller en Europe, qui sont restées indéfiniment dans ce camp. Le camp a fermé, sauf que la Tunisie n'a pas de législation concernant les demandeurs d'asile. Et donc là, mon interrogation, c'est sur les personnes, surtout qu'aussi en Tunisie, il y a un problème de racisme vis-à-vis des personnes noires. Donc c'était essentiellement des personnes subsahariennes. Et là, le HCR et les autorités tunisiennes se renvoient la patate chaude. Donc là, on ne sait pas tellement ce que sont devenues ces personnes du camp de Choucha, et le HCR s'en est lavé les mains. Après, il y a aussi ce projet de partenariat, toujours avec la Tunisie, d'externalisation, et je voulais savoir si vous aviez des informations à ce sujet. Je sais que là, effectivement, dans le dernier, je crois que c'est le Conseil européen, enfin, excusez-moi des termes, mais effectivement, qui prévoyait, avec l'histoire de l'Aquarius, de mettre dans des pays tiers les migrants de l'Aquarius. Je sais que la Tunisie a refusé. Mais je n'ai pas plus d'informations. Je voudrais savoir juste si vous avez des informations quand même sur voilà, quelque chose qui se ferait à l'avenir. Merci. Bonjour, je suis Kader Sanogo, chercheur en droit en droit international public à l'Université de Lorraine. Je prépare une thèse sur le droit d'asile, je suis en 3e année. J'ai une question en fait, mais du coup pour chacune des interlocutrices, mais je commencerai par Madame Tissier-Raffin. J'avais lu votre article que vous avez publié en 2015 sur les ambitions de l'Union européenne en matière de droit d'asile. Vous disiez dans cet article que l'Union européenne n'était pas à la hauteur des ambitions qu'elle avait. Et aujourd'hui, dans votre communication, il y avait assez d'éléments sur la relocalisation et la réinstallation qui revenaient. Je voudrais justement vous demander votre sentiment par rapport à tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, par rapport au échec du système Dublin que vous décriviez déjà en 2015. Qu'est-ce que vous pensez exactement? Est-ce que vous pensez que le système Dublin est toujours à même de corriger ces problèmes, ou alors la réinstallation est tout simplement une mort annoncée du système Dublin, une sorte de remplacement définitif de ce système? Oui, Marion répondra sur la question à propos de la position du HCR sur la réinstallation et pour contester l'expression d'externalisation. Je ne sais pas ce que utilise le HCR, mais ce que je peux vous dire, c'est ce que c'est que l'externalisation par rapport à ce type de procédure, hein, et pourquoi la réinstallation n'en est pas pour le directeur de l'OFPRA dans les opérations qui sont pratiquées en ce moment, enfin depuis un an, notamment au Tchad et au Niger. Ce que Pascal Brice considère, c'est qu'il n'y a externalisation que quand une personne qui veut solliciter l'asile est déjà arrivée sur le territoire d'un État signataire de la Convention de Genève, qu'elle y est potentiellement reconnue comme éligible, en tout cas pas contestée comme manifestement inéligible, mais qu'on la renvoie néanmoins faire examiner sa demande d'asile dans un autre État. Exemple caractéristique, l'accord UE-Turquie.
arrivent en Grèce, dans les hotspots, des personnes dont on ne conteste pas les possibilités d'obtenir un statut protecteur, mais qu'on va renvoyer en Turquie au motif que la Turquie est un pays sûr. Donc pour Pascal Brice, les missions hors les murs qu'il organise au Niger et au Tchad sont pas de l'externalisation, puisque elles viennent, enfin les procédures de détermination qui sont faites là viennent en plus de la procédure normale qui est menée en France. Voilà, ça c'est sa réponse. Alors, pour le HCR, il faut savoir que la solution de réinstallation, cette solution-là, elle a été développée par le HCR, on va dire quand même assez avant, c'est antérieur au début des procédures d'externalisation, puisque le HCR réfléchit à la réinstallation. On a des manuels de réinstallation qui datent des années avant les années 90. Et pour le HCR, la réinstallation, faut bien comprendre que la réinstallation est complémentaire du rapatriement librement consenti et de l'intégration sur place. C'est-à-dire que à partir du moment où, on va prendre l'exemple, le HCR administre un camp, le HCR va d'abord identifier s'il n'y a pas de solution d'intégration sur place, va vérifier qu'il n'y a pas à court terme une possibilité de retour volontaire, et c'est seulement si ces deux solutions-là ne sont pas envisageables que l'on va envisager la réinstallation. Donc pour le HCR, c'est vraiment l'ultime solution qui se propose, enfin qui puisse exister pour protéger ces personnes, sachant que pour identifier les personnes qui vont ensuite pouvoir bénéficier de la réinstallation, une fois qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays ou être intégrés sur place, le HCR a défini plusieurs critères, des critères de vulnérabilité. Et dans ces critères de vulnérabilité, il y a notamment le besoin absolu de protection juridique et de protection physique des personnes, tous ceux qui sont survivants de torture, les besoins médicaux, les femmes et les filles à risque, et la réunification familiale. Donc la réinstallation n'est pas du tout pensée dans le cadre de l'externalisation, elle est pensée comme en plus, comme une solution de protection. Je réponds à la question sur est-ce que j'enchaîne. Est-ce que la réinstallation est une solution au dysfonctionnement de Dublin? C'est bien ça, j'ai bien compris. Alors, pour moi, c'est pas la réinstallation qui est la solution au dysfonctionnement de Dublin, c'est la relocalisation. La relocalisation est une solution temporaire qui avait été trouvée pour alléger la charge de l'asile des pays du sud de l'Europe. Par contre, la réinstallation, c'est plutôt le contournement de l'obligation faite aux États d'examiner les demandes d'asile de ceux qui arrivent spontanément sur leurs frontières. À partir du moment où c'est ce qui se passe en fait avec les interceptions des bateaux et le renvoi dans les pays tiers, c'est-à-dire qu'on les renvoie, on ne veut pas examiner leur demande d'asile, donc on contourne cette obligation juridique, et entre guillemets, pour se donner bonne conscience, on se dit oui, mais on va ouvrir quelques places de réinstallation. Donc c'est plutôt un alibi au blocage hermétique total des frontières et au renvoi à l'interception des personnes, notamment en mer. Tu gardes le micro ? Je vais répondre à mademoiselle sur le camp de Choucha. Effectivement, ceux qui n'ont pas été éligibles à une solution durable, donc les trois solutions qu'on a évoquées tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Voilà. Et après, ce camp de Choucha, c'est dur à dire, il y a eu un peu de documentation dessus, parce qu'il y a des camps où on n'en a aucune.
Il a été la démonstration de violation au moins une obligation, l'obligation de ne pas discriminer les demandeurs d'asile à partir de leur nationalité. Bon, c'est souvent le cas des camps, mais Choucha, c'était très très clair, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des pavillons qui étaient réservés donc aux encampés par nationalité. Puis il y avait des nationalités gagnantes et puis des nationalités perdantes, puisque certaines nationalités effectivement parvenaient beaucoup plus à obtenir le statut, enfin en tout cas être éligible à un éventuel programme de réinstallation. Donc il y a eu beaucoup de violence dans ce camp qui a été effectivement fermé parce que la Tunisie n'en voulait plus. Et le HCR non plus d'ailleurs, je pense. Alors après, sur les négociations dans le cadre des arrangements régionaux passés, donc, négociés peut-être en ce moment donc, par l'Union européenne avec des États tiers, la Tunisie a effectivement dit qu'elle ne souhaitait pas participer au dispositif. Le Maroc aussi, et on aurait peut-être, mais là-dessus c'est encore une fois très opaque, des négociations entre l'Union européenne et l'Égypte pour voir si effectivement on ne pourrait pas mettre en place le dispositif donc de ces plateformes de désembarquement. Voilà. Après, sur la distinction juste externalisation-réinstallation, je pense que la distinction que fait Pascal Brice, qui est un peu la mienne, c'est qu'en fait, la réinstallation pour le HCR n'est pas de l'externalisation parce que la réinstallation ne conduit pas l'État qui admet le réfugié, qui le réinstalle, elle ne le conduit pas du tout à échapper à une quelconque obligation. C'est sa charité souveraine qui fait qu'il accepte de le réinstaller, mais on ne pourra pas effectivement déceler une obligation qui incombe en propre à des États d'accueillir des demandeurs d'asile. Donc quand on réinstalle, on est gentil, quoi, mais on viole aucune obligation, alors que bien sûr, quand on externalise, là, en revanche, on essaye d'échapper à une obligation, et notamment celle de traiter la demande au fond à partir du moment où on a exercé sa juridiction sur le demandeur. Voilà. Oui, non, c'était juste une réaction là, à ce que vient de dire Laurence. En fait, tout dépend... Qu'ils ne le connaissent pas. Tout dépend du coup de la logique ou de la façon dont on veut faire la réinstallation. C'est-à-dire que si c'est vraiment... Donc j'accepte ceux qui arrivent sur mon territoire et en plus ça, je fais le geste charitable d'en accueillir d'autres, très bien, c'est pas une externalisation. Si au contraire je suis dans une logique de substitution, comme le fait par exemple l'Australie, où je veux plus de primo-arrivants, je veux que des gens que j'aurais triés sur place, donc le HCR va faire de l'éligibilité, après moi je vais regarder, j'ai besoin de combien de techniciens, d'ingénieurs, etc. Et je vais regarder les dossiers. Là, ça devient de l'externalisation de l'éligibilité. Donc, tout dépend un peu du focus, de la manière dont l'État pratique cette technique qui, en elle-même, effectivement, n'est pas scandaleuse ou contraire à la Convention. C'est de la politique migratoire à ce moment-là. Ouais. Bonjour, Isabelle Landrevie, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis et membre de l'ADDE, avocat pour la défense des étrangers. J'ai aussi également fait partie de la mission juridique à Lesbos, dans le camp de Moria, organisée par le Conseil des barreaux européens. Donc je suis partie un mois en septembre 2016 avec des confrères allemands et notamment danois et hollandais, bien qu'il y ait beaucoup d'autres nationalités européennes. Et je reviens par ailleurs de Marrakech. À titre personnel, en ayant des contacts là-bas, je voudrais vous poser d'abord une question sur Marrakech. Pouvez-vous nous donner des informations et nous dire ce que vous pensez du pacte de Marrakech? Moi, j'ai pu aller au contre-forum à 20 km organisé par la Via Campesina et notamment par la Fédération nationale des agriculteurs marocains et de la plateforme des associations de migrants subsahariens qui résident au Maroc. Donc il y avait un sommet qu'ils appelaient le sommet des peuples, et donc ils ont voulu faire une déclaration, on peut dire, contraire à la déclaration officielle. Donc je voudrais votre avis, parce qu'en plein gilet jaune, vu de l'extérieur, on avait l'impression qu'en France, il y avait plutôt la voix en tout cas de l'extrême droite, qui se faisait entendre dans les médias
ou les réseaux sociaux et beaucoup de fake news. Ensuite, à titre purement personnel, parce que je pratique donc comme d'autres confrères, notamment Dublin, devant les juridictions administratives, et nous avons beaucoup de mal à faire valoir la notion de vulnérabilité. Vous avez parlé donc de la définition donnée par le HCR qu'on retrouve dans l'article L744-6 et suivant du Code des étrangers. Mais avez-vous d'autres instruments juridiques ou d'autres définitions ou peut-être des sources à nous donner pour éventuellement approfondir et avoir d'autres définitions que celles du HCR à faire valoir devant nos juges? Voilà. Merci. Oui, merci Catherine Tadjan-Colli. Juste une remarque sur la vulnérabilité. Vous l'évoquez, mais sans être critique, à l'égard de cette notion qui est en fait absolument scandaleuse, puisque, par définition, tout demandeur d'asile qui serait réfugié est vulnérable. Donc, le concept de vulnérabilité, on le retrouve partout, notamment donc en matière de droit d'asile, mais c'est une régression complète des droits de l'homme. J'en profite d'avoir le micro pour poser deux autres questions. Une question sur les sanctions à l'égard des transporteurs. Est-ce que vous avez des éléments sur l'importance de ces sanctions et leur caractère effectivement dissuasif? Il y a une époque où on avait quelques statistiques d'Air France notamment, mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est vraiment dissuasif? Et mon autre question concernait, Laurence, l'article 31. En quoi y a-t-il violation de l'article 31 dans l'exemple que tu donnais? Voilà, merci. Caroline Maillery du GISTI. Je voulais pas poser une question, c'est plutôt une frustration. J'aurais bien voulu qu'on parle des plateformes de désembarquement, parce que c'est quand même la dernière trouvaille dégueulasse pour mieux trier et contrôler les gens qui par chance, ne se sont pas noyés. Donc j'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu, s'il te plaît. Merci. Je comprends votre frustration sur les plateformes. Alors très rapidement, d'abord, on ne parle plus de plateforme de désembarquement. C'est fini. Juncker nous a dit que c'était une très mauvaise idée, qu'il ne faut plus parler effectivement de ces plateformes, que l'Union européenne n'aurait jamais dû penser effectivement à créer de telles plateformes à l'extérieur de l'Union européenne. Et puis une semaine après, la porte-parole de la Commission européenne a dit non, on ne va plus parler de plateformes, mais on doit parler d'arrangements régionaux pour le désembarquement. Alors, du coup, le mot a changé, mais le dispositif reste le même. Et vous pouvez avoir des éléments à travers deux non-papers qui ont été diffusés donc par la Commission européenne, d'une part, assez indigent, et un autre non-paper qui a été produit par l'OIM et le HCR. Alors, quand on lit ces deux non-papers, ça fait un petit peu peur parce qu'on a le sentiment finalement que tout est un peu prévu et bien ficelé. C'est-à-dire que le projet, c'est quoi? C'est au nom du sauvetage en mer, on va désembarquer des demandeurs d'asile. On va aller les mettre dans des points de désembarquement en respectant le droit de la mer, le principe de non-refoulement, tout ça est écrit. Donc on les met dans des points de désembarquement. Et puis là, dans ces points de désembarquement, ce qu'on va faire, c'est en fait une évaluation individuelle de la qualité de chaque personne. Et en fonction de cette évaluation, cette pré-évaluation individuelle, on va alors ensuite les destiner à des centres de réception. Là, on les appelle centres de réception. Et là, dans ces centres de réception, les personnes seront, pour le coup, catégorisées. On leur accordera un statut. Donc, soit c'est vraiment un faux réfugié. Hein. Alors, celui-là, on va le rapatrier dans son pays avec l'aide de l'OIM. Là, on est face à un réfugié. Bon, il est quand même un peu vulnérable. Il y a peut-être quand même des trucs qui clochent dans son parcours. C'est vrai qu'il faudrait peut-être le protéger. Donc là, on va peut-être réussir à le réinstaller dans l'Union européenne. Et puis là, on est face à un réfugié. Bon, c'est pas trop... pas très vulnérable, bon, alors on va peut-être éventuellement trouver un état de transit où on va le réinstaller. Donc c'est ça le projet. Donc c'est vraiment là pour le coup, on a les critères du camp parce que dans le projet, il est clair que dans les points de désembarquement et les centres de rétention sont fermés.
Et deux, les centres de réception, ils sont destinés à catégoriser. Donc combien de temps ça va durer après, on ne sait pas. Voilà. Donc on en est là dans le projet qui me semble effectivement très bien ficelé. Pour une autre raison, et je termine par là, c'est que le HCR est parti à l'histoire. Donc si on met des centres de réception, après, une fois que les personnes sont sorties des points de désembarquement, si on localise ces centres de réception dans des pays tiers à l'Union européenne, ils ont signé éventuellement la Convention de Genève, mais ils n'ont pas de système de traitement correct de la demande d'asile. C'est pas grave parce que le HCR sera sur place. Et donc, si le HCR aide le pays tiers qui accueille le centre de réception, il y a de fortes chances qu'on considère que le pays tiers est un pays tiers sûr. Donc ça marche bien, contrairement au projet, au dispositif australien, parce que le HCR est dans l'histoire. Désolée, Caroline n'a pas été frustrée, mais je suis témoin. Laurence avait prévu d'en parler, c'était dans son papier, mais comme je lui ai coupé la parole, j'en suis totalement responsable. Peut-être tu peux répondre à l'article 31, la sollicitation de 4. Pardon. Alors l'article 31, il est grossièrement violé par le dispositif australien parce qu'il prévoit, il interdit donc la pénalisation et l'enfermement donc des demandeurs d'asile, sauf restrictions nécessaires. Et lorsqu'on regarde après les restrictions nécessaires, sont des restrictions nécessaires pour les identifier et sont des restrictions nécessaires qui ne doivent pas s'éterniser. Or, le dispositif australien, les centres offshore, c'est durée de détention illimitée. Il n'y a même pas de période. Donc, du coup, on a clairement une violation de l'article 31 de la Convention de Genève. Sur les sanctions aux transporteurs, Claire. Oui, je voulais juste ajouter à ce qui a été dit à l'intention de Caroline à propos des plateformes. C'est là, Juncker a dit on ne va plus parler de plateforme de débarquement. Ça me rappelle en 2004, le commissaire européen de l'affaire d'immigration a dit on ne va plus parler de camp. C'est un mot qui sera banni du vocabulaire européen. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même des trucs qui se recyclent sans arrêt. Et comme dit Laurence, c'est prêt à marcher. Qu'est-ce qui fera que ça marchera? C'est que des pays accepteront, des pays tiers accepteront. Et ça, ce sera, ça dépend de ce qu'il y aura dans l'enveloppe, quoi, en fait. Et je ne parle pas forcément d'une enveloppe financière, mais c'est ça qui fera le déblocage. Pour l'instant, ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas de pays. Effectivement, ils ont le HCR, ils ont l'OIM, ça c'est parfait. Et ça fera marcher le dispositif dès qu'il y a un pays qui se laissera faire ou qui sera obligé. Sur les sanctions de transporteurs, non, justement, j'ai pas d'informations récentes. Mais on a quand même, avec une collègue qui doit être par là-bas, cherché et elle avait trouvé qu'il y a quand même une actualisation de la communication, je crois par Air France, du montant des amendes payées. Et c'était pas dérisoire. Alors je peux pas te dire combien c'était, mais c'était pas dérisoire. Et moi je me suis dit c'est vrai, on en parle beaucoup moins. En tout cas nous on en parle beaucoup moins qu'on le faisait à une époque. Il n'y a pas d'éclairage particulier là-dessus, mais je me dis que c'est peut-être parce que ça marche très bien. Et voilà. Et je pense que ça fait partie. Et voilà, c'est complètement rentré dans l'ordre, de la même façon que la politique des visas interdit aux gens de venir, et que ça fait partie du verrouillage, et que c'est pour ça que la réinstallation est de plus en plus de l'externalisation. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres voies, et voilà, il y a pas, toutes les voies qu'il pouvait y avoir à une époque sont en train progressivement de se fermer, y compris celle-là. Sur le pacte, je ne sais pas. D'accord. Sur le pacte, en fait, on s'est retrouvé dans une drôle de position parce que, honnêtement, en tout cas les ONG, les associations, le GISTI, on s'en moquait complètement de ce pacte. Ça ne nous intéressait pas plus que toutes les déclarations qui sont faites, pleines de bonnes intentions et sans aucun principe contraignant. Et on s'est retrouvé un peu, et parce qu'on nous l'a demandé, parce qu'on a été nous chercher. Enfin, j'ai vu que la CIMAD avait sorti une déclaration sur le pacte peut-être avant, mais en tout cas, nous, on s'y intéressait pas du tout. Jusqu'à ce que ce soit instrumentalisé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hystérie conspirationniste. Voilà, le pacte, Macron vend le pacte, vend la France à l'ONU, etc. Sinon, on a beau le regarder, il n'y a absolument rien de contraignant. Ça réaffirme la souveraineté des États, leur possibilité de contrôler leurs frontières, de vérifier qui rentre chez eux ou non. Et ça leur rappelle qu'il faut qu'ils respectent la Convention de Genève, les droits des enfants et les droits fondamentaux, mais c'est tout. Enfin, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des gens qui sont un peu optimistes. Je crois que François Crépeau,
est optimiste en disant tout ce qu'on pourrait faire avec. Moi, je n'y crois pas. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui vient d'être dit sur le pacte de Marrakech. Je voulais revenir sur les plateformes de débarquement. Et en fait, si on regarde l'ensemble du dispositif qui est insinueusement en train de se mettre en place, en gros, on a des camps HCR au Niger, au Tchad, depuis lesquels on va pouvoir réinstaller les personnes. Donc là, à la limite, ils sont dans un premier pays d'asile. Et si on regarde par exemple les statistiques du Niger, il a complètement verrouillé ses frontières. Donc on a une chute vertigineuse du nombre de passages des frontières. Donc on vient les chercher là. Et quand bien même, il y en aurait quand même quelques-uns qui auraient réussi à passer, eh bien, on les intercepterait ensuite en mer Méditerranée et on les renverrait vers des plateformes de débarquement et on les renverrait dans des centres de transit. En gros, c'est exactement, pas mot pour mot parce que c'est pas les mêmes mots, mais c'est exactement le même dispositif qu'avait prévu Tony Blair en 2003, c'est-à-dire on a une externalisation de l'asile, on a des camps dans les premiers pays d'asile mais juste à côté des pays d'origine. Et on a des centres de transit fermés, juste au bord extérieur de l'Union européenne. Comme ça, on est sûr, on n'a plus du tout de passage spontané. Comme on n'a pas de passage spontané, on n'a plus aucune obligation d'instruire les demandes d'asile et de les protéger. Donc si on regarde la plateforme dans son ensemble avec la réinstallation depuis les pays d'origine, effectivement, ça peut paraître bien ficelé parce que ça fait longtemps que les États travaillent dessus. On va terminer par une toute petite faveur. Une des questions qui a été posée parce qu'elle n'est pas là cet après-midi, pour déjà donner la parole à la première intervenante de l'après-midi, Ségolène Barboux-Desplaces, sur Dublin, mais vraiment rapidement, mais c'est pour que vous soyez familiarisés avec sa belle voix. Oui, merci. Et je ne sais pas si ce sera une réponse satisfaisante parce qu'à lire le règlement Dublin, il n'y a pas grand-chose sur la vulnérabilité. Sauf erreur de ma part, il n'y a que 2 dispositions qui en traitent, et sans utiliser le mot d'ailleurs. Il y a l'article 8 sur les mineurs, qui n'a été inscrit dans le règlement Dublin que dans la réforme de 2013, donc c'est l'actuel règlement Dublin 3. Et c'est bien en raison de la vulnérabilité du mineur qu'on a organisé ce critère qui permet de rapprocher le mineur de membres de la famille, ou bien au fond de le laisser choisir son état dans lequel il va demander l'asile. Et puis la deuxième disposition, c'est l'article 16, c'est la fameuse clause dite humanitaire ou de souveraineté. Donc là, on voit les éléments de la vulnérabilité. Donc lorsqu'une personne, nous dit-on, est dépendante pour des raisons, alors on liste des motifs. Évidemment, on ne sait pas s'ils sont exhaustifs ou pas, mais probablement. Donc la grossesse, le handicap, etc. Donc lorsqu'une personne est dépendante d'une autre, alors on va permettre aux États, parce que la clause est tout à fait facultative, de rapprocher cette personne vulnérable de membres de sa famille. À ma connaissance, il n'y a rien d'autre sur la vulnérabilité dans le règlement Dublin, qui est, je crois, tout à fait aveugle à cette question-là. Alors malheureusement, pas comme le suggérait Catherine, parce qu'il considère que tous les demandeurs d'asile sont vulnérables, mais parce que c'est pas l'objet du règlement Dublin, qui est, je crois, un mécanisme, j'essaierai de le dire tout à l'heure, au contraire, extrêmement formel et tout à fait aveugle à tout ce type de réalité. Donc je crains malheureusement continuer à pousser dans les recours, mais je ne suis pas très surprise, en tout cas que vous ne trouviez pas, ni dans le texte, ni dans la jurisprudence de la Cour, grand-chose à vous mettre sous la main pour porter un recours fondé sur le thème de la vulnérabilité.